Eh bien voilà, on se retrouve toujours sur le stand des Carnot avec une nouvelle présentation. On va évoquer avec Benjamin Poussard eh bien la réelle plus-value des technologies XR pour l'industriel. On en parle beaucoup sur le stand et sur tout le salon Global Industrie de la XR bien sûr. Et on va voir quels sont ses atouts réels pour l'industrie. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, tu es ingénieur XR à Valor, au laboratoire Angevin de mécanique, procédés et innovation. Exactement, ouais. Et du coup, le sujet d'étude de la XR, pour vous, comment vous en êtes venu à étudier la XR pour l'industrie spécifiquement? En fait, les technologies XR sont l'essence même du laboratoire, de l'équipe où on travaille à l'Institut Arts et Métiers de Laval. Et depuis longtemps, depuis le début de ces technologies, surtout au niveau de la réalité virtuelle, les industriels ont cherché à digitaliser leurs pièces, leurs conceptions et étudier comment ils pouvaient améliorer leur processus à partir de ces nouveaux usages. Les technologies ont énormément évolué ces 10-15 dernières années et donc il y a eu de très nombreux nouveaux usages. Nous, on a beaucoup travaillé à identifier quels étaient ces nouveaux usages, quels étaient les défis, quels étaient les challenges techniques, quels étaient les avantages de certains nouveaux usages et quelles en étaient les limites aussi. Et donc voilà, là je vais faire un petit melting pot de retour d'expérience de projet et voilà. Avec une conclusion sur ce que j'en pense en tout cas au niveau du labo. Eh bien merci pour ce retour d'expérience alors et cet éclairage. Oui, ça marche, on m'entend. Très bien. Ça marche. Et bien, allons-y, on est parti. Et bien, c'est parti. Donc, je vais vous parler de la réelle plus-value des technologies XR pour l'industriel. Avant de parler de plus-value, je vais redéfinir rapidement ce que c'est la XR. De quoi on parle? Quand on parle de XR, on parle de différentes technologies qui sont un peu mélangées. Tout ça puisqu'on étudie les mêmes compétences techniques, on a les mêmes apports techniques, mais avec différents médias, différentes manières de visualiser l'information. Donc, quand on parle de XR, on va parler de ces différentes technologies. On va parler de réalité augmentée, on va parler de réalité mixte, de virtualité augmentée, ou de contenu 3D temps réel, sans forcément avoir d'immersion avec du virtuel ou d'augmentation de la réalité. Et on va parler de réalité virtuelle. Alors quand on parle de réalité augmentée, on s'appuie sur le réel et l'objectif ça va être d'aller augmenter ce réel avec de l'information qui peut être visuelle ou autre, avec différents exemples. Une augmentation sur des bâtiments, un HUD de pilote, des informations sur le métro augmenté dans les applications de navigation. Donc là on va parler de réalité augmentée. On est dans le décor. L'avantage de celle-là aussi, c'est que on reste dans le décor et on n'est pas perturbé par. Exactement. On n'est pas voilà, dans un caisson. Donc là, effectivement, en plus en termes d'affichage, oui. On a différents matériels qui peuvent afficher ce type de réalité augmentée. On peut avoir des écrans, tablettes, on peut avoir ce qu'on appelle des affichages see-through, c'est-à-dire qu'on voit à travers. Ou on peut avoir des écrans ici, ça va être sur un écran de smartphone. On peut avoir aussi des casques qui vont être directement intégrés sur la personne, mais on n'a pas de coupure avec le réel. Exactement. Du réel, exactement. Ouais. Puis ça reste assez léger comme information. C'est ça. On passe après sur le deuxième usage qui va être la réalité mixte. Le but c'est également de ne pas avoir de coupure avec le réel. Là on va être dans de la réalité, mais on va être quand même en immersion avec du virtuel. La réalité mixte, la frontière est un peu plus fine entre le réel et le virtuel. Et l'interaction, la boucle d'interaction entre le réel et le virtuel va être aussi beaucoup plus complète. Donc on va avoir des usages qui vont ressembler à ça, des casques, là c'est des casques de Microsoft où on va pouvoir visualiser du contenu directement en réalité augmentée, pouvoir interagir avec. Ou on va avoir ce type de dispositifs qui vont être des casques immersifs, type réalité virtuelle, mais avec des caméras qui vont nous ramener quand même une part du réel et on va pouvoir avoir des mécaniques d'interaction différentes, plus poussées que ce qu'on fait avec ce type de périphérique. On va pouvoir parler aussi de virtualité augmentée. Alors virtualité augmentée, on va partir du contenu virtuel, mais le contenu virtuel va être augmenté finalement avec des informations réelles. Alors un exemple, ça peut être une table tangible avec des objets qui vont être utilisés pour aller
interagir avec le contenu virtuel. Du contenu 3D temps réel, alors ça va être tout ce que vous pouvez voir sur des sites web, des applications, on interagit avec de la 3D. Je le mets quand même dans cette présentation, même si on sort un peu du cadre de la XR, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de plus-value à utiliser ces technologies-là sans passer à des contenus immersifs ou de réalité augmentée. C'est l'ancêtre un peu de, de la formalisation. C'est cette 3D comme ça qu'on peut pivoter, ça a été les débuts de tout ce qui est arrivé finalement et qui sert dans le retail beaucoup. Ouais, je dirais la grosse différence quand même, c'est la partie interactivité. Aujourd'hui, on arrive quand même à faire beaucoup plus d'interactivité sur différents périphériques, là où à une époque, on était déjà dans le challenge d'afficher sur une page web ou un écran de la 3D interactive. Et ensuite, on se rapproche de la partie immersion. On parle de réalité virtuelle, la immersive, où là, on a un casque de réalité virtuelle, où on peut être dans d'autres types de dispositifs comme les caves, des écrans tout autour de nous avec de la stéroscopie. Ça peut être aussi des ordinateurs avec écran stéroscopique. Donc l'ordinateur va être avec un écran qui va nous projeter une image en relief qui va s'adapter selon notre point de vue. Ces deux types de dispositifs, là, on est immergé dans le virtuel et on parle de réalité virtuelle. Voilà. Donc quand je parle de XR, globalement, je mets ces différentes technologies dans ma présentation. Ce sont des outils qui sont pour les humains, basés sur des contenus 3D, qui permettent de l'interactivité et qui exploitent des données spatiales, globalement. Donc maintenant, je vais faire un retour d'expérience d'applications industrielles. Et pour faire ce retour d'expérience, je vais balayer les différents processus qu'on peut retrouver chez un industriel. L'objectif ici, c'est pas d'être cantonné à un type d'industriel, c'est vraiment d'avoir une vision un peu globale. Pour se projeter, je vais parler de processus d'innovation en amont de la conception par exemple, je vais parler de conception ou de travail qu'on peut faire en bureau d'études, des opérations, tout ce qui est production, qualité, maintenance, assemblage, etc. Téléassistance aussi, formation, marketing. Donc tous ces flux métiers sont des flux qu'on retrouve chez beaucoup d'industriels. Et je vais parler aussi d'outils métiers qui ne sont pas directement des outils intégrés dans les process industriels, mais qui vont être des outils qui peuvent être intéressants à regarder quand même. Et donc, je répète, je réitère quand même, le but de ces technologies, ça va être d'outiller l'humain à travers ces différents processus. Alors, je vais commencer par les processus d'innovation. On a différents concepts qui vont exister sur de la créativité ou alors du scan 3D assisté par R. Ça, c'est des usages qu'on va retrouver. Par exemple, scan d'un lieu, d'objets, ébauche de concepts autour de ce lieu ou ces objets, ébauche de conception avec des outils immersifs. On peut retrouver différents supports qui vont représenter ces différents usages. Avec par exemple ici on a un exemple de processus où l'utilisateur va pouvoir scanner un environnement. Donc là on le scanne en l'occurrence avec un mobile. À partir du moment où on a scanné cet environnement, on va pouvoir s'immerger à l'intérieur. En réalité virtuelle, on va pouvoir utiliser des outils qui vont nous permettre de créer simplement avec le geste naturel, d'ébaucher des concepts, d'ébaucher des idées et de les représenter en immersion. Donc là, on a un process qui est assez sympa parce qu'il est tout intégré. Je scanne avec mon smartphone, je m'immerge avec le casque, mais il y a différentes technologies de scan qui peuvent être utilisées, différentes technologies de fabrication d'environnement qui peuvent être utilisées. L'idée, c'est que derrière, on va pouvoir faire de la créativité pour innover sur des concepts, pour aller faire de l'implantation, de la réflexion sur des aménagements, etc. Et là, on a vraiment ce côté geste naturel qui, avec le déplacement du corps qui nous permet de faciliter la création des idées qu'on a en tête et l'environnement en support qui va faciliter en fait, la création d'informations parce qu'on n'a pas le syndrome de la page blanche, on ne part pas de zéro. On va avoir ensuite d'autres outils qui sont assez intéressants, tout ce qui va être du sketching en VR mais avec des outils un peu plus avancés comme là c'est un exemple d'une application qui s'appelle VR Sketch où on va faire de la CAO, enfin une sorte de CAO, c'est un peu différent quand même, mais directement aussi avec des gestes qui sont rapides. On fait des esquisses, on extrude et on va pouvoir très rapidement faire le schéma 3D vraiment en phase très amont pour aller aménager, représenter un concept, etc. Donc on n'est pas vraiment en CAO, c'est pas ces outils-là qui vont nous permettre de faire la CAO finale, mais ça peut nous faire servir de bonne base en phase très amont.
Je passe maintenant à la partie conception, bureau d'études. Là, on va retrouver pas mal d'outils différents, pas mal d'usages différents qui peuvent être intéressants. Donc tout ce qui va être scan pour implantation de produits, conception assistée avec de la réalité virtuelle, revue de conception ou revue de projet en réalité virtuelle, revue ergonomique des postes de travail, revue de design à travers les usages du produit qu'on a conçu, ou l'utilisation de jumeaux numériques utilisant des modèles réduits. Là, on a toujours cette logique de je scanne mon environnement, je vais implanter des produits. Alors ça a deux intérêts. Ça a un intérêt marketing, j'en reparlerai tout à l'heure, et ça a un intérêt aussi d'implantation pour les personnes qui vont concevoir l'implantation finalement d'un produit. Donc là, on a des exemples de produits. On a scanné l'environnement avec un mobile, on est en réalité augmentée, on implante le produit, et derrière, on va pouvoir récupérer le scan pour faire bosser le bureau d'études qui va implanter le produit finalement pour le client final. Si vous avez des clients qui sont répartis un peu sur le territoire, c'est assez pratique d'avoir des applications comme ça plutôt que d'éviter de faire des allers-retours pour aller prendre des cotes, mesurer, etc. et implanter vos produits. En plus, on peut externaliser la compétence de scan parce que c'est directement le client qui peut le faire pour amener l'implantation finalement du produit dans un environnement 3D. Donc le scan 3D ici se fait en réalité augmentée et est très pertinent pour la partie implantation et la partie marketing. On va avoir d'autres usages réalité virtuelle pour la conception. Ici, on est dans un environnement de réalité virtuelle de conception. Donc là, il y a un ensemble de fonctionnalités qui ont été développées spécifiquement pour la conception de certains produits. Et donc l'objectif, c'est directement d'utiliser les avantages de la réalité virtuelle pour concevoir des CAO, là en l'occurrence de meubles, qui vont utiliser en l'occurrence ici différentes technologies de panneaux de bois ou de pièces qui vont être sculptées directement en 3D. Donc on va pouvoir aller très rapidement dans de la conception d'éléments qui peuvent être fabriqués. Donc l'immersion dans la conception nous permet en même temps que la conception de tester l'usage du produit, tester la validation de l'usage ou de l'implantation dans l'endroit où il sera déployé. On va avoir tout ce qui est revue de conception. Alors j'ai séparé en deux les revues de conception parce que pour moi il y a quand même deux types d'usages qui n'ont pas les mêmes atouts. Un premier usage qui est sur des pièces qui vont être plutôt de petite taille. Pour moi, il y a assez peu de plus-value à utiliser des technologies de revue de conception en XR, alors réalité augmentée, réalité virtuelle. J'aime bien cette illustration parce qu'elle montre les deux types de médias. Mais la réalité virtuelle, pour la revue de conception, va être intéressante quand on utilise son corps, quand on a vraiment cette notion de présence spatiale à l'intérieur de l'environnement virtuel. Et quand on a un intérêt à changer son point de vue, interagir avec le contenu virtuel, vraiment, on parle de données spatiales. Quand vous avez une petite pièce qui, finalement, sur un écran, serait aussi à peu près à l'échelle, et que vous pouvez tourner autour, il y a peu de plus-value. Il y a des usages où on va avoir des plus-values intéressantes, peut-être moins dans l'industrie, plus dans le médical, par exemple, sur l'observation de données d'IRM ou choses comme ça, où là, les personnes ont vraiment besoin d'avoir cette notion d'immersion, de revue de point de vue, d'utiliser le point de vue, pour la revue de la 3D d'une IRM, par exemple. Mais pour des pièces mécaniques, pièces industrielles, c'est peut-être un peu moins pertinent. En revanche, quand on est sur une vraie logique sur des postes de travail, des revues de conception de plus grande ampleur, des bâtiments, des usines, où là on est sur des hôtels roulants. Ici, là, on va pouvoir tester l'usage avec, alors j'ai mis deux exemples, une solution qui va être plus pour la revue de conception. Donc on va pouvoir tester à la fois les processus, à la fois tester sur la conception les différentes incohérences ou les incohérences de conception ou les conflits entre différentes pièces qui vont se chevaucher dans une conception. Et donc là, c'est un gain réel. Il y a beaucoup d'industriels qui ont normalisé ça dans leur processus parce que c'est un vrai gain.
au niveau de la conception sur le fait que oui, dans le logiciel de CAO, on a plein d'équipes qui conçoivent des pièces. Quand on assemble l'intégralité des pièces ensemble, ben on se rend compte qu'il y a des conflits, mais sur le logiciel de CAO, ça peut être compliqué. Ben quand on le teste en réalité virtuelle, on se rend compte très rapidement de beaucoup d'erreurs de conception. Et là, j'ai mis cette illustration parce qu'on va, en plus de pouvoir tester les erreurs de conception, tester l'usage. Ici, on est dans un environnement qui est aménagé. On va pouvoir aller tester les différentes accessibilités de l'ameublement, du lit. On peut aller pousser les choses en réalité virtuelle. Vous pouvez aller monter à l'étage, il y a un matelas, vous mettez un matelas dans le réel, vous vous allongez dessus et vous dites « Ah ouais, là, le plafond, il est quand même un peu bas ». Vous avez vraiment cette notion d'usage qui est testable en réalité virtuelle. Et ça apporte un gros plus. Et ça vous rassure dans votre conception, et ça rassure le client sur l'usage final finalement du produit qui est déployé. Toujours dans la partie revue de conception, on peut aller un peu plus loin dans la cotation ergonomique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en cotation ergonomique. On a eu une présentation d'ailleurs juste avant qui parlait de cotation ergonomique. Mais là, l'idée, c'est que derrière, une fois que la conception d'un poste de travail est réalisée, ou pendant la conception de ce poste de travail, on peut aller tester le poste de travail, donc tester les différentes étapes, les différentes opérations, et en même temps valider au niveau ergonomique si pour l'opérateur qui va être sur la ligne, la ligne est correcte d'un point de vue cotation ergonomique. Donc ça, c'est un vrai intérêt, aussi une vraie plus-value à la fois sur la validation au niveau conception, mais également sur la partie santé des opérateurs qui seront sur la ligne. Ensuite, on a une partie qui est plutôt... là, on s'extrait un peu de la VR. Il peut y avoir des usages intéressants en VR ou en réalité augmentée, peut-être un peu moins. Mais on va être tout ce qui est sur l'utilisation de jumeaux numériques, sur la représentation de données. On est sur de la data vise. Ici, j'ai mis un exemple sur de l'injection plastique. On a un modèle réduit qui nous permet d'interagir en temps réel avec des données. On va changer les paramètres de matériaux, ce qui fait que si on a en conception, donc on a une pièce qui est en production ici, on a un changement de matériaux d'un fournisseur pour X raison, on va être capable de prédire si je vais pouvoir être capable de fabriquer ma pièce finalement avec ces changements de matériaux, puisque j'ai ce modèle qui est là. Donc là j'ai mis un exemple, et il faut imaginer ça sur n'importe quel usage. On a fait des projets aussi avec de la prédiction de qualité de l'air ou alors des vents pour de la conduite de drones, notamment dans des grandes villes, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle qui représente des données dans l'espace et de pouvoir interagir avec ces données-là. Donc les jumeaux numériques sont de plus en plus utilisés pour ce genre d'usage et ont une vraie pertinence aussi, à la fois sur les aspects conception, mais sur les aspects aussi de décision, notamment pour les industriels, mais aussi pour des collectivités. Je vais passer aux opérations maintenant. Alors on a plusieurs usages qui peuvent être pertinents. Tout ce qui va être guide assemblage, guide à la maintenance, guide aux opérations, assistance au contrôle qualité, etc. Alors je vais m'arrêter sur deux concepts. Un premier concept qui est les guides de manière générale. On a eu il y a quelques années pléthore d'applications qui avaient pour but d'aider les opérateurs sur une ligne de production, de les aider à aller réaliser différentes étapes au fur et à mesure de leurs actes opératoires sur une machine. Là, l'idée, c'est que l'opérateur n'a pas forcément besoin de connaître la procédure par cœur. Il est assisté avec une solution de réalité augmentée. Donc ça a un vrai intérêt dans certains cas. Par contre, ça a quand même un coût important, un coût de déploiement, un coût de développement. On a la problématique que les opérateurs doivent avoir la plupart du temps les mains libres sur les chaînes de production. Donc, ce qui veut dire des casques. Et ces casques-là ne sont pas encore tout à fait opérationnels. Alors ça, c'est le casque HoloLens 2 de Microsoft qui était le plus avancé il y a encore quelques temps. Mais ça reste lourd, ça reste inconfortable, ça a des batteries qui ne tiennent pas forcément très longtemps. Donc c'est assez fragile, c'est un peu compliqué de les déployer dans un milieu industriel. Et là, on a une question qui se pose, parce que cette partie guide d'assemblage, finalement, peut se faire avec des technologies beaucoup plus simples, notamment des lunettes qui vont vous afficher dans un coin de l'œil des contenus type PDF. On quitte un peu la réalité augmentée, on n'est plus vraiment là-dedans, on va plutôt être dans de la contextualisation d'informations.
avec des périphériques très légers qui vont vraiment vous mettre dans un coin de l'œil les contenus qui peuvent être 3D ou alors des fiches techniques qui vont vous aider à faire les actes opératoires. Donc cet usage-là, il est très pertinent, mais aujourd'hui, on n'est pas encore assez mature pour les déployer partout. La question des mains libres est assez intéressante parce que là, je suis sur un cas où on a besoin d'avoir les mains libres pour réaliser l'opération, mais on a des cas où, là, je prends l'exemple d'une startup qui développe une solution où finalement, la solution de réalité augmentée tablette est l'outil de l'opérateur pour aller finalement valider dans la chaîne numérique de la chaîne de production le pilotage d'un robot. Donc l'opérateur est muni de la tablette, il utilise la réalité augmentée, il utilise avec une tablette différentes fonctionnalités pour identifier des zones sur sa pièce qui va configurer finalement le programme de pilotage d'un robot. Donc là, on est sur de la réalité augmentée, d'assistance aux opérations, mais avec un support tablette, parce que l'opération est vraiment faite, l'outil est vraiment développé via la réalité augmentée pour cette fonctionnalité-là. Je vais passer à la formation. Alors ça, c'est un usage qui est vraiment très répandu, parce qu'il a énormément de potentiel, énormément de valeur, mais il faut quand même être conscient des limitations. Donc, la réalité virtuelle, elle va être très très intéressante pour tout ce qui va être formation procédurale. Quand on va être capable d'expérimenter, d'utiliser son corps pour aller réaliser différentes étapes d'un process ou autre, ça va bien fonctionner. Par contre, on a aussi vu beaucoup d'applications de formation, soi-disant formation, qui n'avaient finalement pas de pédagogie, qui étaient juste des visualiseurs en réalité augmentée sur une table d'une pièce 3D. Ça a peu d'intérêt. De manière générale, les technologies de VR et d'AR sont très peu efficaces sur des connaissances théoriques, des connaissances déclaratives, et sont beaucoup plus efficaces sur des connaissances procédurales, là où on va vraiment être soi-même l'utilisateur à réaliser les différentes actions. Et après, alors je suis obligé de citer aussi ça, c'est que dans une application immersive de formation, il faut de la pédagogie. Donc il faut avoir un minimum de pédagogie qui est intégré à l'intérieur. Ce n'est pas juste un simulateur qui va servir de la pédagogie. Et il faut éviter de tomber dans le piège il faut rendre ça ludique absolument. La ludicisation, le fait de générer du plaisir, de la satisfaction fonctionne, mais la ludification ne fonctionne pas forcément dans de la formation immersive. Ça, faut faire attention à ça. Et sur la partie formation, j'ai mis d'autres exemples aussi. Ici, on fait de la vidéo volumétrique. Donc ça, c'est le CERFAV qui a fait ça. On va pouvoir générer, en plus des contenus, images ou vidéos qu'on connaît, à partir d'une solution de captation de vidéo volumétrique, on va pouvoir générer des contenus 3D vidéo d'artisans, par exemple, ou d'opérateurs qui vont être sur leur expertise à générer des opérations. Ici, là, c'est sur de la verrerie. On va avoir la possibilité d'avoir cette vidéo-là qui va nous représenter l'expertise et qu'on va pouvoir revisionner à volonté, mais dans un environnement 3D. Donc on peut aussi le voir à l'échelle 1, à côté de soi, dans un environnement de réalité virtuelle pour s'expérimenter, ou on peut le récupérer sur une tablette pour le visualiser et avoir les process en tête. Marketing, je suis obligé de parler de marketing parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on présente, c'est qu'il y a une continuité numérique sur les différents process d'innovation. Et quand on fait la transformation numérique d'une entreprise de manière complète, finalement, de la partie innovation jusqu'à la partie marketing, on va pouvoir avoir une continuité de l'information, une continuité de la data, qui va nous servir aussi pour le marketing. Alors, les use cases les plus courants, ça va être l'implantation de produits, donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'était plutôt pour la partie BE, là c'est pour la partie plutôt marketing. Le même usage que tout à l'heure fonctionne pour la partie marketing. Et on a la partie visite virtuelle, alors, promotion, visite virtuelle. Là on est sur des usages, si vous avez des contenus 3D qui représentent vos sites, vos machines, etc., vous pouvez facilement les réutiliser en communication pour découvrir de manière attrayante, attractive les processus, l'usine, les compétences, etc. Typiquement l'agence immobilière qui vend un programme qui sera vendu en 2030, voilà. On peut se balader dans le prochain ensemble résidentiel
ce genre d'application, ça marche très bien. Voilà. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui maintenant qui proposent des services de visite virtuelle en réalité virtuelle à la promotion des nouveaux bâtiments ou aménagements, etc. Bien sûr. Ça devient standard maintenant. Ouais. Même je pensais, on parlait des JO tout à l'heure avec Mauricio. Ouais. J'imagine qu'il y a eu, comme ça n'avait jamais été fait, il y a dû avoir plein de modélisations de comment la foule va bouger. Ça a été des outils qu'ils ont utilisés aussi pour concevoir les JO. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Je vais parler d'outils métiers aussi qui ne sont pas forcément directement impliqués dans les process, mais qui me semblent intéressants de mentionner. Tout ce qui va être utilisation de la réalité augmentée pour la partie scan. Donc ici, on a un exemple de scan de bâtiment. On a la même chose pour des scans de pièces. Aujourd'hui, les mobiles ont des facultés de scan. La réalité augmentée permet d'aller accompagner l'utilisateur pour faciliter le process de scan. Et on a tout ce qui va être réunion immersive. Aujourd'hui, vous avez pas mal de mondes virtuels qui existent où vous pouvez vous connecter, faire des réunions. Ici, une réunion immersive va pas correspondre à tous les usages. Le seul intérêt de la réunion immersive à distance, c'est quand vous avez, je répète encore, cette notion de présence spatiale qui est nécessaire ou de présence sociale qui est nécessaire. Si vous avez besoin de vous retrouver dans un environnement 3D avec des gens, à ce moment-là, ce type d'environnement est très bien. Mais par contre, si vous fonctionnez très bien avec des Teams et qu'il n'y a pas du tout de partage de contenu 3D à expériencier, ça ne sert à rien d'utiliser ce type d'outil. Donc c'est vraiment présence spatiale et présence sociale des utilisateurs distants. Donc, par rapport à ce tour d'horizon, on va me demander, elle est où la plus-value? Alors j'ai une réponse qui va peut-être décevoir un peu, mais pour moi la question elle est mal posée. C'est que la plus-value de la XR, finalement, la XR, c'est pas une finalité en soi. On a eu pas mal d'industriels qui sont venus nous voir depuis une dizaine d'années en disant je veux mettre de l'ARA, je veux faire de l'ARA, je veux faire de la VR. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la XR, c'est des manières d'interagir, c'est des manières de représenter les données numériques. Et c'est les données numériques, finalement, qui sont clés. Et alors je reprends une citation d'un collègue que j'aime bien, j'ai mis une super illustration, vous vous en souviendrez. La XR, c'est le camion qui transporte la marchandise, mais ce qui compte vraiment, c'est la marchandise, et c'est la marchandise, la réelle plus-value en fait, c'est l'usage de la donnée numérique. Donc en fait, la vraie question, c'est quels sont mes problèmes et quels sont les usages pour répondre à ces problèmes, et est-ce que la XR peut être une de ces réponses. En fait, on est dans un process d'identification de problématiques. On a tout industriel des problématiques, des besoins, peut-être par rapport à un opérateur, un utilisateur, des équipes. Des besoins, des problèmes identifiés, on va rechercher des solutions. Et en fait, c'est que à ce moment-là, c'est que quand on est après dans la recherche de solutions qu'on peut se dire, oui, la XR peut être une manière de répondre. Mais il n'y a pas de plus-value réelle à la XR de manière générale. Ça dépend vraiment des usages et deux industriels vont avoir des plus-values différentes ou des intérêts différents pour deux applications de XR similaires. Donc finalement, le process, c'est ça. Faut rester en veille sur les usages, il faut savoir ce qui existe. Et dans la recherche de solutions, quand on a un problème, à un moment donné, on se dit, OK, peut-être que cet usage-là peut être intéressant. Et donc, on avance là-dessus. Et effectivement, il faut toujours avoir la capacité d'estimer son retour sur investissement, alors qu'il ne soit pas que financier, parce que souvent, dans les technologies XR, le retour d'investissement n'est pas forcément financier. Il va être beaucoup humain, parce que comme je le rappelle, c'est avant tout basé sur l'humain. Et donc, on va être sur ce type de retour sur investissement. Donc, on va pouvoir avoir des outils pour créer de la donnée, des outils pour comprendre, pour mieux rendre intelligibles les choses, des outils pour faciliter le travail de certains opérateurs, des outils pour analyser des données, la visualisation de données complexes, et des outils pour prendre des décisions, surtout pour prendre des décisions à la fin, qui vont peut-être limiter les risques sur des process industriels. Et donc je finirai par ça, la XR, c'est vraiment un ensemble de médias, de typologies d'usage. Il n'y a pas une XR qui aurait une plus-value pour un industriel. Et il faut être vraiment capable d'identifier les problématiques que peuvent avoir nos collaborateurs, opérateurs, concepteurs, etc. Et se dire qu'à un moment donné, la manière d'interagir avec la donnée 3D va peut-être passer par de la XR. Mais ce n'est pas forcément un sujet en soi de dire je veux déployer de la XR dans mon entreprise. La transformation numérique des entreprises ne passe pas forcément par la XR.
Donc voilà. Donc, en tant que promoteur de la XR, je finis là-dessus, hein, mais on en développe tous les jours, on le promeut, mais on tient quand même à faire attention à ce que ce soit pas pour des usages gadgets. Voilà. Bon, bah excellent. Déjà, bravo pour ce panorama. Est-ce qu'il y a des questions sur les usages, sur les applications? Qui a déjà utilisé réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ce qu'on vient d'évoquer là, dans le travail? Oui. Sous quelle forme? Non, mais formation. Allez. Bah, c'était dans le cadre du projet Génie, du coup, que j'ai pu tester, Ok. dont a parlé Sébastien tout à l'heure. Voilà. Excellent, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'interactions finalement entre les projets. On se rend compte que c'est une technologie qui irrigue maintenant de plus en plus les sujets. Et alors, est-ce qu'il y a ce côté intuitif, spontanément Oui, c'est en tout cas, on s'acclimate assez facilement, et c'est vrai qu'avec les indications, en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de ces modes d'apprentissage, c'est qu'on a vraiment le mode pas à pas, on a les explications, on sait ce qu'on a pu faire comme erreur, alors que dans la vraie vie, c'est pas forcément dans le processus où on a fait une erreur. Donc je trouve que pour ça, c'est très bien fait. Une autre commentaire, réaction Non, moi, oui. j'aurais une question. Dis-moi. C'est après autant d'années dans le secteur, est-ce que tu as remarqué ou vous avez développé un flux de travail qui facilite la création de contenu? Parce que pour moi, dans ce secteur, la plus grosse difficulté, c'est de développer finalement ces applications. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Il y a pas mal de choses qui se normalisent, on va dire. Il y a beaucoup d'applications où on a besoin de scénariser des choses. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant vendent des applications de scénarisation pour faciliter finalement le déploiement. Donc ça va être un premier élément de réponse. C'est des applications sur étagère qui peuvent exister pour créer du contenu où il n'y a plus besoin de passer par des développeurs. Je pense à tout ce qui est formation de chasse au risque, par exemple. On va avoir de la vidéo 360, photo 360 avec des outils d'édition, ou alors et là, c'est comment je crée le contenu si c'est pas de la vidéo photo 360, si c'est de la 3D. Et pour la partie 3D, aujourd'hui, ça reste quand même assez compliqué. C'est-à-dire que si on veut créer des assets, des objets 3D un peu génériques, aujourd'hui, l'essor de la nouvelle techno, c'est l'IA. Il y en a partout. On fait un prompt, ça fait de la 3D, on dit ouais, ok, ça passe, on prend cet asset-là. Par contre, quand on veut faire une représentation du réel, là aujourd'hui, on est obligé d'aller sur les techniques de scan ou de remodélisation. Alors nous aujourd'hui, moi je sais que je suis très utilisateur de techno de scan. Il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Scaniverse, qui permet avec un iPhone là, de scanner des objets. Et ça nous permet parfois de les utiliser tels quels, parfois d'avoir une base pour accélérer la remodélisation. C'est-à-dire qu'avant, quand on devait faire de la modélisation, on faisait ça sur base de photos, de prises de cotes, etc. Là aujourd'hui, on a à peu près la 3D, on l'optimise pour le temps réel, nous en production, et ça suffit. Après, il y a d'autres solutions où on n'a plus besoin de passer par ces optimisations, on en parlait, sur des logiciels comme Unreal. Il y a des solutions pour mettre directement des CAO, les industriels ont souvent des CAO, et elles mettent leur CAO dans une moulinette magique qui fait que la 3D finalement se rend correctement dans l'environnement. Ouais. Donc sur de la Parce CAO, que la CAO était très précise avec les cotes et tout, et du coup, boum, c'est ça. la machine fait la duplication en virtuel. Ouais. Aujourd'hui, il y a des entreprises, même françaises, qui déploient, qui vendent des solutions pour que votre CAO directement intégré dans vos PLM, vos CAO, soit automatiquement converti en fichier 3D utilisable en temps réel. Et à ce moment-là, il n'y a plus de travail à faire. Pour la partie revue, la plupart du temps, ça suffit. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans le détail de rendu de la CAO. Les logiciels de CAO finalement recalculent le rendu par rapport au niveau de zoom qu'on utilise dans l'interface.
Là où en 3D temps réel, on a une image figée finalement, un mesh, un maillage discrétisé de la CAO. Donc c'est deux approches différentes. Dans la plupart de nos outils, là, on a juste besoin d'avoir le mesh. Donc il faut avoir le mesh le plus léger possible si on veut le déployer sur différentes plateformes. Donc ça peut rester un challenge si on n'a pas la CAO, parce qu'effectivement, il y a une optimisation à faire sur certaines plateformes, notamment sur le web. Aujourd'hui, la 3D elle est accessible par le web pour tout le monde. Les navigateurs en plus s'améliorent et proposent des choses de plus en plus performantes pour tourner sur tout type de mobile avec vraiment des bonnes performances. Mais ça nécessite quand même un travail sur la modélisation, d'optimisation. Ça peut être compliqué. Donc ces fameuses moulinettes peuvent être assez intéressantes, assez utiles. Mais parfois ça ne fait pas tout. Ça peut aussi détériorer les modèles si on pousse les paramètres à un certain stade. Donc il y a encore du travail manuel. Et sur la logique de scan, je pense qu'aujourd'hui on arrive à faire des choses intéressantes. Déjà rien qu'avec des outils de scan légers, sans avoir besoin d'acheter un bras de reconception, un pharo ou autre là, pour aller faire une reconception, mais ouais, il y a les outils. Et je crois aussi pas mal aussi à tout ce qui va être l'essor des nouvelles technos de rendu. Là aujourd'hui on parle de NERF ou de Gaussian splatting. Ces technos-là, elles sont en train vraiment de bouillonner au niveau recherche, ce qui fait que tous les 2 mois, il y a un papier incroyable. Toutes les semaines, il y a des papiers qui changent la donne et qui finalement modifient un peu la façon de voir. Donc moi j'ai fait des scans où j'ai juste pris des vidéos comme ça avec mon téléphone et je m'immerge dans un contenu photoréaliste dans un casque de VR. Et j'ai juste pris une vidéo. Intelligemment, parce que je sais comment je dois la prendre pour que ça fonctionne, mais c'est juste une vidéo à la base. Donc il y a quand même cette notion qui est en train d'évoluer où on va avoir aussi pour la représentation d'environnement plutôt grande échelle des nouvelles manières de faire dans les prochaines mois, années. Mais ça rejoint un peu les progrès de l'IA aussi, qui mine de rien. Ça rejoint, alors ouais, il n'y a pas que de l'IA, mais oui, il y a quand même des... Il y a cette faculté-là. Ouais. Pour vous amuser, il y en a, je sais, sur le stand Golden Tech, il y a des petits photo boost là où on prend la photo et puis là, vous allez avoir une photo immédiatement comme un Polaroid, mais de vous dans une situation industrielle, dans un personnage industriel. C'est hyper drôle parce que c'est assez bluffant. Déjà, et puis voilà, c'est très marrant, mais c'est des applications, là je parle d'une application très ludique, mais qui est bluffante parce qu'on est dans de l'instantané et on est projeté dans un univers virtuel, là comme ça, en 1 seconde. Ok, c'est à tester. Il y avait une question, non ? Oui. Ah bon, on a répondu à la question, ok. Bon, ben c'est génial. Peut-être en dernière question, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe à Laval. Il y a ce grand festival de l'objet connecté, tout ça. Il y a une énergie très forte à Laval en ce moment autour du numérique, du digital. Ouais, alors Laval, ça reste en France un peu un berceau de la réalité virtuelle. Parce complètement, qu'ils sont positionnés très tôt sur la réalité virtuelle. On a la chance de bosser dans un super lieu qui regroupe l'association Laval Virtual, le centre de recherche Clarté et Arrêt Métier à M-Valor. Donc on a une formation avec des étudiants, on a une 50aine d'étudiants sur 2 masters. Un master qui est plutôt basé techno, MTI 3D pour le management des technologies interactives 3D, et le master TEF qui est pour les technologies d'éducation et de la formation. Technologies émergentes pour l'éducation et la formation. Et donc là qui a plus pour but de former des ingénieurs pédagogiques, technologues ou alors plutôt des gens technologues qui ont des bases d'ingénierie pédagogique. Mais du coup, oui, il y a cet écosystème qui est là, qui est bouillonnant. Et puis, il y a quand même pas mal d'événements autour de la data et de l'IA. En ce moment même, il y a le West Data Festival à Laval, en ce moment, cet événement, où on a des présentations sur l'IA de manière générale. En ce moment, c'est aussi la conférence I3EVR, où la moitié de notre équipe à Laval est à Saint-Malo à la conférence I3EVR, qui est en France cette année et pas très loin de chez nous aussi.
Donc non, on a quand même un bel milieu assez actif. écosystème. Ouais. Et dans un mois, il y a effectivement Laval Virtual, donc le salon, qui est un des plus gros salons européens sur ces technologies-là. Et donc on sera présent évidemment. Et oui, je vous encourage à aller. Si c'est pour de la découverte ou si c'est pour vraiment comprendre et connaître l'écosystème XR français et international aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Mais le français est très présent. C'est vraiment intéressant d'y faire un tour et de voir les nouvelles technos, les nouveaux matériels, les nouveaux usages qui sont chaque année présentés là-bas. Un cluster à suivre de près, et c'est encore un des atouts du réseau Carnot, d'avoir ce maillage régional qui permet de fédérer aussi beaucoup de talents et d'expertise. Complètement, oui. Merci beaucoup Benjamin, on Avec peut grand applaudir plaisir. très fort. Bonne continuation.